Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné avec Marc-Antoine. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Marc-Antoine Ledieu, je suis avocat au barreau de Paris, France. Depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai beaucoup plaidé pendant 5-6 ans, après avoir fait une petite année d'études aux États-Unis, en Californie, pour d'abord parler à peu près l'anglais correctement, ce qui est rare chez les Français. Hein, les Français et l'anglais, c'est toujours un énorme problème, hein, je le sais très bien. Et puis j'ai surtout profité de mon séjour en Californie, où je me suis un peu baladé pour comprendre les mécanismes du droit civil et surtout du droit des contrats. Parce que moi, j'ai fait donc cette année d'études à UCLA en partie, en étant déjà qualifié au barreau de Paris. Donc j'avais déjà tout mon bagage universitaire français, zéro pratique, hein, bien sûr, ça c'est le côté universitaire français. Hein. On fait des études, mais on a zéro pratique. Donc on sait des choses, mais on ne sait pas les appliquer. Bref, donc j'ai fait, de retour en France, j'ai fait 5-6 ans où j'ai beaucoup plaidé, beaucoup sur les tribunaux de commerce. Et puis je me suis réorienté complètement dans les années 97-98, donc ça, voilà, j'ai un peu plus de 25 ans d'expérience maintenant. Et je me suis intéressé au droit du numérique, qui n'existait d'ailleurs quasiment pas à l'époque. On parlait de logiciels principalement. Hein. En 98, l'Internet n'était pas répandu comme c'était aujourd'hui, bien sûr. On n'avait pas de smartphone, on avait tous des lignes fixes. Et donc je suis rentré dans l'univers du logiciel et je me suis très vite reconverti en avocat d'affaires dans le numérique. Et à partir du moment où je me suis intéressé au logiciel, je me suis intéressé aux bases de données, aux réseaux de communications électroniques et de plus en plus à la technique. Et depuis maintenant presque 20 ans, je ne plaide plus, sauf pour des contentieux très techniques devant les autorités de contrôle en matière de protection des données ou de sécurité des systèmes d'information, c'est notre terme légal ici. Et maintenant, j'écris des contrats pour l'industrie du numérique avec de très gros focus en matière de cybersécurité, parce que ça, c'est l'Europe qui nous fait changer nos termes légaux, parce qu'on a une très grosse production législative de l'Union européenne qui nous met les choses au propre à peu près partout, sauf en droit pénal, bien sûr, puisque ça reste du monopole des États membres de l'UE. Et moi, je ne fais plus que ça maintenant. Et je fais signer à mes clients des contrats sur des prestations très techniques comme du pentest, du scan de port ou de la sécurisation de services en software as a service, infrastructure as a service. Parce que en France, on aime beaucoup les acronymes anglo-saxons parce que on a la loi tout bon. Non, ça, c'est tout le paradoxe français. On a la loi tout bon de 1994 qui oblige tout le monde à parler français et les professionnels, dès qu'ils peuvent, vont prendre systématiquement les acronymes et les expressions qui nous viennent surtout des États-Unis. Ça, c'est notre grande fierté nationale. C'est de faire le contraire de ce que la loi nous impose de faire. Mais pas besoin de gloser sur la France et les Français. Je pense que tes auditeurs rigoleront en m'entendant. Moi-même, j'ai du sang anglais. J'en suis pas très fier parce que j'ai du sang, surtout, j'ai juste un quart de sang anglais, hein, vraiment, qui vient de l'autre côté du Channel, ce qui chez nous est une frontière extrêmement violente à franchir, hein, je tiens à le préciser, et pas que pour des raisons gastronomiques. Mais je n'insiste pas sur ce sujet. Oui, tout ça est très, oui, c'est très, tout ça est intéressant. Les termes anglais, on les utilise beaucoup ici, mais de façon autre, notre élément anglophone est très différent. Aujourd'hui, on va parler, puis justement, je trouve ça intéressant de t'amener sur le podcast parce que le régime pénal français est très différent du régime pénal canadien, québécois. Plus canadien parce que le régime pénal est vraiment canadien, n'est pas québécois. Et américain. Et ça l'amène des présomptions, puis c'est justement dans la tête des gens. Autant ça va être une piqûre de rappel pour les Français, parce que des fois, ils se laissent emporter par le cinéma américain ou les séries américaines. Et pour les Canadiens, justement, de voir la différence d'univers et que nos présomptions, parfois, par rapport à où on est, ne sont pas valides. Fait que je vais te laisser amorcer avec ça, puis je vais avoir énormément de questions qui vont suivre. Ok. Alors, mais en fait, c'est drôle parce que les Français qui sont pas dans le milieu judiciaire, bon, moi, c'est surtout dans le numérique, mais dans le milieu judiciaire, aujourd'hui, à force de regarder des séries américaines, moi, j'ai vu des avocats devant le tribunal à dire, mais votre odeur. Alors là, les juges en France, ils entendent ça, ils sortent le fusil à pompe et ils tirent sur l'avocat à bout portant. Parce que effectivement, nous aussi, on est très marqués par ces séries américaines et donc tout le mode de procédure pénale américain qui est complètement différent d'ici.
En fait, la grosse différence... Et j'ai fait l'anecdote parce qu'on a eu un cas au Canada, pas si loin que ça, puis pas dans le numérique, mais dans le cas le fameux convoi de la liberté qui a probablement fait le tour du monde en termes de visibilité, où les avocats ont cité les règles constitutionnelles américaines au juge de première instance, et à laquelle le juge a dit, ben, merci de me rappeler que la première article de Constitution canadienne et l'ajout de je pense que c'est une Manitoba, là, puis là, je vais me faire suffiser parce que je vais me tromper, au Canada. Donc, merci de me le rappeler, mais ça me sert à rien dans un contexte de cours dans lequel on est, qui est dans cet sens-là criminel, qui n'est rien avec les Américains. Fait que même nous, les gens ont oublié que le premier amendement américain n'existe pas, en tout cas pas de cette forme-là au Canada, du moins. Là. Mais ça, tout le monde est malheureusement ou heureusement pollué par cette notion-là. C'est vrai. Et en fait, la vraie différence de fond, de structure entre les systèmes, alors on va parler que du système pénal, du système pénal, on va dire américain, mais le système anglais est à peu près similaire, et je crois que le système canadien marche de la même manière. Alors on va prendre des termes barbares, mais qui sont les vrais termes, c'est ce qu'on appelle la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire. Et on va commencer par la procédure inquisitoire. Inquisition, donc on voit bien que ça va pas bien se passer. C'est le côté désagréable de la chose. Mais en fait, c'est très révélateur. Les pays de l'Europe continentale, donc c'est maintenant l'Union européenne, pratiquement tout le monde sauf les Irlandais. Dans les pays d'Europe continentale, c'est le ministère public qui mène les poursuites. Le pouvoir d'enquête est exclusivement réservé au ministère public, donc au procureur, qui va déléguer pour ça la police judiciaire. Okay, donc la mission d'enquête, au sens enquête, voilà, c'est du ressort exclusif de l'autorité publique. Donc nous, les avocats, dans le cadre d'une procédure pénale en Europe, dans une procédure inquisitoire, notre seul rôle, c'est de défendre avec les éléments à charge qu'on nous apporte. Les juges, en plus on a un truc compliqué en France qui est le juge d'instruction, qui est un truc un peu à part, qui sert que pour les grosses affaires, mais le juge d'instruction, donc là au niveau de la poursuite, il instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire il va chercher les éléments qui accusent et les éléments qui défendent. Mais c'est pas les avocats qui font ça, c'est le rôle du juge. Et quand on est sur le rôle du pur procureur, donc quand il n'y a pas de juge d'instruction, il y a forcément le procureur qui va piloter la police judiciaire qui est à ses ordres, eh bien, le procureur, lui, il monte un dossier d'accusation. Et si son dossier d'accusation est pas sérieux, il va passer ça au juge du siège, donc au juge qui va juger, au vrai juge. Après, c'est un problème de statut administratif, on s'en fout un peu, mais quand on est proc, soit on a un dossier qui tient la route, et on a des preuves de culpabilité que l'avocat va contester, mais devant le juge qui va juger, et non pas au niveau de la poursuite. Au niveau de l'enquête, l'avocat, il sert pas à grand-chose. Il est juste là pour voir si, je caricature le trait bien sûr, si l'accusé il s'est pas fait frapper, s'il a eu droit à de manger, et s'il n'y avait pas trop de rats dans sa cellule alors qu'il y pourrit depuis un moment. J'exagère bien sûr, mais c'est pour le rendre un peu parlant. L'avocat, pendant l'enquête, il sert quasiment à rien. Il peut faire des suggestions. Il peut demander à un juge, tiens, si on enquêtait peut-être un peu là-dessus, mais le juge dit oui, dit non, c'est du pouvoir du juge. Donc en fait, le rôle de l'avocat dans les procédures inquisitoires, pareil, c'est vraiment de la pure défense. On va chercher les erreurs de l'accusation, on va essayer de baratiner le juge qui juge, on va essayer de... soit on a des vrais arguments, soit on en invente, quand on n'en a pas, on invente. Ce qui fait que c'est un système très différent du système dit accusatoire, qui est très répandu aux États-Unis, j'ai un peu vu comment ça marchait, où là, et on le voit très bien dans les séries, à un moment, l'avocat qui va prendre fait et cause pour son client, va défendre une cause, est capable de prendre un enquêteur privé, de lui-même collecter des preuves, d'essayer de monter son dossier à lui pour accuser le coupable potentiel. Donc vraiment, chez nous, l'avocat a un rôle très limité à celui de la défense et de la contestation des arguments de l'accusation. Et c'est tellement vrai que dans le vocabulaire judiciaire français traditionnel, on disait « accusé, levez-vous ». Okay, donc, quand on entend accusé, on entend demi-coupable. Parce que si on est accusé, c'est qu'il y a un dossier qui a été monté, c'est qu'il y a des éléments. Et pour essayer de faire revenir culturellement, faire évoluer le système judiciaire français là-dessus, aujourd'hui, on dit plus de quelqu'un qu'il est accusé, on dit qu'il est mis en examen.
Ce qui est une sorte quand même. Et même nous, même moi, ça continue à me faire rigoler parce que mis en examen, ça voudrait dire que peut-être il y a la discussion possible. Mais en fait, on discute pas avec le juge parce que soit il a des éléments, il interroge le coupable, enfin l'accusé, le mis en examen, qui dit oui, non, c'est comme ça, très bien, qui vont tous mentir comme des salauds parce que nous, on a droit au mensonge. Ah, ça, c'est un autre élément qui est radicalement différent du système américain notamment. Non, je connais moins le système canadien, donc j'y rentrerai pas. Mais dans le système américain, le mensonge, c'est un truc qui est grave. Moi, pendant des années, quand j'allais aux États-Unis, je remplissais le formulaire. Est-ce que vous appartenez au Parti communiste? Est-ce que vous avez l'intention de commettre des attentats? Et nous, les Français, enfin les Latins de l'Europe continentale, quand on lisait ça, on rigolait comme des baleines. Parce que dans les systèmes judiciaires de l'Europe continentale, on a le droit au mensonge. On a peut-être le droit au silence, mais on a le droit au mensonge. Alors quand en plus, on a culturellement, je parle bien des Français, une tendance naturelle à essayer de truander par goût, ou pour ne pas payer d'impôts, ou parce qu'on n'a pas envie de traverser dans les clous parce que le bonhomme est rouge et qu'on a envie de traverser et qu'on traverse, notre culture profonde fait que si on est interrogé par un juge, ben on va mentir. Et si le juge n'a pas les éléments pour dire « vous mentez », et lui, de toute façon, il a le juge, pour la poursuite en France et pour la sanction derrière, le juge est tenu à son intime conviction. C'est écrit dans le code de procédure pénale. Donc le juge, soit il a des éléments matériels, il a des indices graves ou concordants. On parle pas de preuves, hein, on parle des indices graves ou concordants. Et lui doit se forger son intime conviction. Donc s'il sent qu'il y a quelqu'un qui lui ment en face de lui comme un salaud, pour le dire clairement, bah il va dire ok, tu te fous de ma gueule. Alors on n'écrira jamais tu te fous de ma gueule, mais au final, qu'est-ce qu'il va faire le juge? Il va voir que quand même, monsieur, vous me dites que vous étiez pas là. Alors il y a une caméra vidéo qui vous a filmé. Votre téléphone a été géolocalisé 23 fois en 12 secondes à cet endroit-là, et vous me dites que vous aviez pas de téléphone et que c'était pas vous. Bah vous me prenez pour un crétin. Mais on a le droit. Après ça marche pas. Ok? Et qu'on soit devant des juges professionnels pour toute la partie délit, les infractions moyennes où on risque de la prison. Là, on n'est pas dans les crimes cour d'assises, qui est le gros bazar, machin. Ben, quand on est devant la cour d'assises, en France, il faut convaincre les jurés. Faut pas, si les preuves, elles sont interdites, les preuves, par exemple, une conversation enregistrée sans le consentement de l'autre partie, c'est un délit en France, c'est interdit. Mais cette preuve peut être utilisée devant un juge qui va vous dire « Ah, c'est pas une preuve, mais j'ai le droit de me faire mon intime conviction. » Et l'hypothèse, elle se comprend très bien. Hey, c'est un élément tellement différent de ce qu'on a. Nous autres, l'admissibilité de la preuve est un élément qui peut, puis c'est justement, mais en même temps, au Canada, puis c'est pas valide partout aux États-Unis, il y a juste un des deux parties qui doit consentir à l'enregistrement. Puis ça, c'est un élément très important. Les gens ne le savent pas. Au droit criminel canadien, on a le droit. Droit criminel américain, étant donné que c'est chaque État, je vérifie dans chacun État parce qu'il y a des États qui l'autorisent, il y a des États qui ne l'autorisent pas. Donc, ce genre de notion-là. Puis, mais ça joue sur l'admissibilité de la preuve comme un système britannique. Si c'est pas admissible, la preuve est retirée. Les jurys, s'il y a dans le cas d'un jury où le juge ne peut pas tenir compte de ces éléments, c'est très, très différent, là. Et nous, on a une décision de la Cour de cassation française qui a une vingtaine d'années qui dit que, voilà, justement, les preuves... Alors, la preuve obtenue sous la torture, non, ça c'est bien sûr non, parce que maintenant on me pose la question, ah oui mais si je le torture, je dis bah si vous le torturez monsieur vous allez avoir d'autres problèmes, mais bon, mais l'histoire des conversations ou des films je suis dans la rue, je filme une scène, j'ai pas l'autorisation des gens qui sont là, si j'ai 5 personnes qui filment sans l'autorisation et que j'apporte ces éléments, on va pas dire preuve, mais j'apporte ces éléments au juge, il va voir quand même 5 fois la même scène. Alors il va dire, effectivement, vous n'aviez peut-être pas le droit d'enregistrer le visage de monsieur Truc ou de madame Machin parce qu'il faut le consentement. Mais enfin, si j'ai 5 personnes qui arrivent avec 5 fois le même film, enregistré sous 5 angles différents, et on voit bien que monsieur, à un moment, il sort une arme et il tire à travers la portière de la voiture sur quelqu'un qui était arrêté à un feu un feu rouge, ok? Bah, le juge, quand même, il ne peut pas dire, je peux pas recevoir votre preuve. On met un peu de bon sens là-dessus. Donc, le juge, formellement, il dira, je ne peux pas admettre cette preuve, mais enfin, il va l'avoir vue 5 fois. Et l'autre hypothèse, bien sûr, c'est les conversations téléphoniques
vas-y, je te livre de la cam demain à 23h30 dans le 2e parking au 5e sous-sol. Il y en a un des deux qui a enregistré qui va transmettre à la police. La police n'a pas le droit de le faire d'initiative sauf autorisation du juge. Mais si moi j'ai cet élément et que je l'apporte au juge, ou que le juge il entend une série de conversations avec toujours des rendez-vous pour livrer, alors c'est toujours des noms de code, hein, bien sûr, c'est jamais de la cocaïne ou de la méthamphétamine ou je sais pas quoi, ça va toujours être tiens, cette année c'est de la grenadine et demain ce sera du vin rouge et le 3e jour ce sera du Coca-Cola. Ok. Bon, enfin, quand on voit qu'il y a tout un cycle qui est organisé, le juge dira la preuve elle est pas licite, mais je vais faire mon intime conviction. L'intime conviction, ça vaut mieux qu'une preuve reçue ou rejetée par un code de procédure. Donc, en droit pénal, en fait, c'est très libre. Sous réserve de la torture et 2-3 trucs où là, faut pas exagérer quand même, on est dans des états où officiellement on a arrêté de torturer. Et même officieusement, ça torture pas beaucoup. J'aime bien officiellement. C'est maintenant on a arrêté officiellement cette notion-là. Mais justement, la récolte de la preuve, parce que là, puis ça aussi, ça doit diverger entre les systèmes britanniques et les systèmes européens, où nous, on est plus habitués d'exiger un mandat qui va permettre, dont l'écoute, qui va permettre ce genre de choses. Est-ce que ces notions-là existent aussi? Oui. C'est ce qu'on appelle le mandat de perquisition. Enfin, il y a tout le système judiciaire français. Globalement, pour comprendre comment ça marche en France, il y a le terme va me revenir, pardon, ce qu'on appelait le flagrant délit. Le flagrant délit, c'est quoi? Moi, policier, on me prévient qu'il y a eu un vol de voiture, la voiture part, je n'attends pas la décision du juge pour essayer de poursuivre la voiture et attraper l'auteur. Ok? Donc, on va appeler ça le flagrant délit. Donc, c'est l'autorité judiciaire hein, quand même. Hein. C'est pas Monsieur Truc, Madame Machin qui va se lancer à la poursuite du fugitif. Hein. Et qui va sortir un flingue et tirer dessus. Là, on n'est pas en Californie dans une école avec une arme automatique. Non, on a vraiment une approche qui est très différente pour ça. Et je sais qu'on est plus proche des Canadiens pour ça que des Américains. Mais globalement, soit la police saisit dans un très bref délai, tout de suite va lancer l'enquête et ensuite va informer la hiérarchie qui va être le procureur. Ça, c'est le premier gros truc. C'est flagrant délit, la flagrance. Les gars, c'est leur métier, ils y vont, quoi. Enfin, les gars, les hommes et les femmes dans ces métiers, on y va tout de suite. Et ensuite, on rend compte à l'autorité de poursuite qui va être le procureur. Ou alors, deuxième option, c'est le procureur ou le juge d'instruction, selon le cas, qui dit « je te mandate pour. Vas-y, va faire ton travail. Tu veux perquisitionner? Voilà l'autorisation de perquisitionner. Tu veux ce qu'on appelle chez nous les FADET, les facturations détaillées. C'est les métadonnées des communications électroniques, ok? C'est vas-y, je te donne l'autorisation, tu vas demander à l'opérateur et tu les obtiens. Voilà. Donc, c'est quand même sauf flagrant délit, enquête de flagrance, c'est quand même entièrement sous le contrôle de l'autorité judiciaire qui dit tu vas me faire ça ou ça m'intéresse pas, je m'en fous. Donc ne cherche pas de ce côté-là. C'est entièrement piloté par l'autorité judiciaire, par le parquet, ce qu'on nous appelle les juges du parquet. Donc c'est juges d'instruction ou procureurs et leurs adjoints et machin. Mais les policiers d'initiative, par exemple, ne vont pas faire de l'écoute téléphonique, vont pas faire de la géologue, vont pas les fouiller dans les ordis. Il faut une décision du juge de la poursuite pour avoir cette capacité à aller chercher des éléments ou à faire des actions très concrètes. Bon, en dehors, bien sûr, j'assiste à une attaque à main armée, ce que moi, j'ai vécu en Californie. J'ai jamais vu ça de ma vie en France. J'ai vécu 1 an en Californie. J'ai vu devant moi une attaque à main armée d'une banque, avec la police qui arrive comme dans les films, avec les gyrophares, la voiture en travers. Et moi, j'étais motard, donc j'étais en tête devant le feu. Et j'ai vu le policier se mettre le fameux LAPD. J'étais à Los Angeles. Oui, j'étais comme dans les films. Sauf que moi, j'ai entendu les coups de feu. J'ai vu le policier ouvrir le coffre, sortir le fusil à pompe, armer le fusil à pompe et gueuler à tout le monde... je sais plus ce qu'il avait dit, cachez-vous. Et moi, j'étais sur ma moto bien droit, bien visible, bien exposé, tout le monde dans les voitures, en train de se tasser. Et là, je me suis dit, tiens, c'est pas un film. Et le policier, le officer, comme ils disent si bien, il a armé son truc et puis il est parti à l'assaut, quoi. Bon, là, on est en flagrant délit, on va pas attendre qu'il y ait un juge qui dise, oui, tiens, on va réfléchir pour faire quelque chose. Mais ça, c'est dans tous les systèmes judiciaires mondiaux, le péril urgent, machin, on est là, on intervient et on avance. Oui, l'urgence, de toute façon, elle est codée dans la loi en général aussi, là, de toute façon. Là, ça, il y a eu beaucoup d'éléments qui sont permis de ce côté-là. Tu parles de police judiciaire. Ça, c'est une notion différente parce que
système britannique, c'est plus l'exécutif qui contrôle la police et le judiciaire est distinct de ces deux éléments-là. Donc, est-ce qu'il y a vraiment cette distinction-là où il y a vraiment une police associée au judiciaire et justement pour aller plus loin? Là? Alors, pour le faire en simple aussi, pour des raisons historiques qui sont infernales, en fait, on dit police administrative ou police judiciaire. Mais tous sont des policiers. Donc, ils ont le statut de policier, ministère de l'Intérieur. Mais ils ont des rôles très différents. La police judiciaire ne fait que des enquêtes au profit de l'autorité judiciaire. Donc, ce sont des policiers, ils sont armés, ils sont tenus par la légitime défense d'ailleurs. Hein. On tire pas comme ça sur les gens. C'est très. Oui, je veux dire, nous les Européens, quand on voit ce qui se passe, les armes aux États-Unis, on est quand même complètement interdit par cette capacité à tirer sur tout le monde. C'est un truc qui est tellement étranger à notre culture que c'est quelque chose qui nous marque. Mais la police judiciaire dépend entièrement dans son action, sauf enquête de flagrant délit, est entièrement aux ordres de procureurs ou de juges d'instruction. Et c'est leur mission exclusive. Donc, ils sont formés, assermentés. Donc, on dit officier de police judiciaire. Donc, c'est une fonction. Ou agent de police judiciaire. C'est une fonction. Ou agent de police judiciaire adjoint. Et c'est très réglementé dans le code de procédure pénale. Si tu es officier de police judiciaire, donc on dit OPJ. Donc, bien sûr, tu es policier. Mais ça veut dire que tu as le droit de faire ceci, cela légalement. Que quand tu n'es que agent de police judiciaire, APJ, tu as le droit de faire un peu moins sous le contrôle de l'OPJ, machin. Donc ce sont statutairement des policiers, mais qui ne font que des enquêtes. Et les policiers qui patrouillent dans les rues, qui vont s'occuper des manifestations avec le talent qu'on sait en France, hein, l'usage immodéré du gaz lacrymo, les motards où ils sont à deux, ils vont un peu taper sur ceux qui... tout le folklore français. Ça, ce sont des policiers aussi, mais c'est ministère de l'Intérieur. Mais ce sont tous des policiers. C'est police nationale, ou avec de petites exceptions, mais en réalité, leur rôle est totalement différent. Et un policier qui patrouille dans la rue, ou qui va faire la circulation, ou qui va faire du contrôle d'identité, n'a pas le pouvoir de faire des perquisitions, d'aller faire des écoutes. C'est complètement différent. Donc en fait, il y a les OPJ, donc les officiers de police judiciaire, dont le métier sera de faire des enquêtes. Et alors, ils peuvent faire du maintien de l'ordre pendant 5 ans et ensuite décider de basculer dans leur carrière en officier de police judiciaire, mais les fonctions sont complètement séparées et ce sont deux mondes totalement différents, même à titre professionnel. Ouais, c'est intéressant ce degré de codification-là, puisque ces notions-là n'existent pas en système britannique où il y a une certaine capacité de bouger, où la police, de façon générale, sous le pouvoir de l'exécutif, ou dans certains cas, comme aux États-Unis, où en tout cas, les Américains aiment beaucoup déléguer leur pouvoir régalien et littéralement sous-traiter à des entreprises privées qui s'occupent de faire de la police, donc qui ont les droits de policiers comme s'ils étaient de pouvoir régalien, comme qu'au Canada, nous, on est plus dans un contexte régalien de ce côté-là, puisque le pénal est quand même maintenu par le gouvernement fédéral, par le pays. On n'est pas tout à fait dans le même genre de zone ou de délégation de ce côté-là, mais il demeure que le policier qui devient peut naviguer, peut changer, les enquêteurs si on le voit comme on le voit un peu dans le système américain, dans les séries américaines, mais ils peuvent être promus dans ces fonctions-là. Mais ils viennent tous à peu près de la même source, mais ils ne sont pas reliés avec le pouvoir ils peuvent accuser ceux qui accusent, juste pour faire la différence. Mais s'il demeure que c'est le procureur, donc ce qu'on a ici, va prendre le dossier et va accepter ou ne pas accepter la preuve, voir si elle est suffisamment robuste pour aller en cours, ce qui est complètement différent de ce que tu mentionnes, où c'est le juge et la police judiciaire et le procureur, tout ça, ils vont ensemble parler puis ils vont décider d'aller plus loin ou Exactement. pas. Si le dossier est robuste, sinon c'est le procureur qui va décider avant d'aller en cours si le dossier est suffisamment robuste. Puis oui. J'ai une anecdote pour ça qui est très révélatrice de comment ça marche en France, hein, je parle de ce que je connais, avec un de mes gamins. L'histoire est assez récente. On a en France donc la police nationale. La police nationale, c'est un truc qui est récent en France. Hein, ça date de 1941. Avant, il y avait des polices. Puis un jour, le maréchal Pétain, qui ne faisait pas que écouter les Allemands, qui nous avaient quand même un peu envahis sur la moitié du territoire français. Enfin bref, on a des lois difficiles de cette époque-là. 41, c'est dur. Bref. Donc, police nationale, avec police judiciaire et police administrative. Et puis, on a eu l'apparition d'une police municipale. Et il y a des villes, comme Paris notamment, qui se sont équipées d'une police municipale
qui au départ, et je ne plaisante pas en le disant, c'était les gardiens de square. Hein, mais il fallait qu'ils aient une sorte d'autorité. Donc, dans les campagnes, il y avait ce qu'on appelait le garde champêtre. Moi, j'ai connu ça dans les campagnes françaises. Le garde champêtre, il surveillait, le garde champêtre de la campagne, quoi. Donc, il avait un uniforme avec un képi et tout, très joli, avec un pouvoir de pas grand-chose, mais c'était le garde champêtre. Et donc, dans les villes, on a adopté la police municipale. Et la police municipale, c'est tout récent, par dérogation maintenant, peut être armée, sinon ils étaient jamais armés. Et quand ils arrivaient, globalement, ils avaient des pouvoirs de rien. Parce que c'était pas le côté régalien. C'est pour ça que j'ai bien aimé ton terme. Et c'est là où, effectivement, vous, les Canadiens, et nous, les continentaux européens, les Français, on marche pareil. La force, la violence, c'est le monopole de l'État. Et on ne délègue pas ça. Ou dans des conditions extrêmement restrictives. En tout cas, pas le port des armes à feu, machin. Et pour finir, juste, c'était l'anecdote qui était rigolote. Donc, j'ai un de mes gamins qui ne traverse jamais dans les clous, alors qu'il faut traverser dans les clous. Il fait tous les trucs à la française parce qu'il s'en fout complètement. Bref. Et un jour, il me dit, je me fais arrêter par la police municipale. Et en fait, quand il m'explique l'histoire, bon, c'était vraiment pas grave, j'en ai rigolé. Je suis un mauvais père bien français qui rigole quand son gamin fait des bêtises pas graves, machin. Et en fait, il disait pas la police municipale, il disait la mumu. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais c'est quoi la mumu? C'est la municipale, c'est la police municipale. Et donc, c'est tellement pas considéré en France, donc par ces jeunes qui se font toper, t'as pas traversé dans les clous, le parc est fermé, tu es passé par-dessus la balustrade pour aller dans le parc qui est fermé au public, c'est grave, hein, c'est tout le système codifié français. Il me dit, je me suis encore fait attraper par la mumu, mais on a bien rigolé, quoi. Voilà, parce que là, on n'est plus dans le régalien, on est dans c'est même pas le maintien de l'ordre, on surveille un peu que les parcs soient bien protégés, enfin, c'est pas grave, quoi. Si par contre il y a des dealers dans le parc, c'est pas la mumu qui va y aller, c'est pas la police municipale, c'est la police judiciaire en flagrant délit ou la police administrative la police tout court, qui va les appeler les vraies autorités qui eux savent et qui eux sont armés et qui ont capacité à décider. Voilà. Mais c'est dire si comment on apprécie en France cette police municipale, on dit la mumu. C'est le terme ils ont horreur qu'on les appelle comme ça, mais c'est le terme qui est standard maintenant. Mais c'est très comique parce que cette notion-là n'existe pas. Parce que la police municipale ici, elle a les vrais pouvoirs régaliens, ils sont armés, surtout dans les plus grosses municipalités, ils ont vraiment des pouvoirs étendus d'ailleurs qui outrepasser. Puis les spectres de pouvoir sont très intéressants. Donc, comment on échange ça, comment on fait ça. Les plus gros territoires ont leur propre police provinciale. C'est ça. Les grosses villes ont leur police municipale, mais pas une mumu, là, pas avec un petit lanceau, puis on pas plus que ça. Ils ont des vrais pouvoirs d'arrestation et de tout ce qui s'ensuit. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la structure française, elle est très complexe. D'ailleurs, comme les pompiers de Paris relèvent de l'armée, et bref, toutes ces notions-là qui sont en même temps. Là, il y a la police municipale qui dans le fond, risible à certains égards parce qu'elle n'attire pas son pouvoir du côté régalien. Mais le pouvoir régalien français a ses ramifications un peu partout, dont les gendarmes aussi sont un autre parti où tout ça s'exprime. Puis comment tout ça, là, on parlait de police judiciaire, mais tout ce pouvoir-là s'exprime sur l'ensemble de ce qui se passe, puis évidemment, probablement en cyber aussi. Là. Alors, juste aussi la différence, effectivement, pour des raisons historiques, on a, nous en France, on a la police d'un côté et la gendarmerie de l'autre. En fait, les missions sont les mêmes, mais la répartition a été faite que le gros du mouvement d'ailleurs date de Napoléon, c'est qu'on a voulu créer, il y avait la gendarmerie, c'était la police des campagnes, historiquement, et la police, c'était la police des villes. Et au bout d'un moment, on a un peu harmonisé les choses, sauf que ça a traîné dans le temps et pour des tas de raisons. Donc les gendarmes ont un statut militaire, mais sont au service du ministère de l'Intérieur, soit à très peu de choses près, et les policiers sont au ministère de l'Intérieur et sont des civils. Donc ils ont le droit de grève. Ce que n'ont pas les gendarmes. Enfin, et oui, en France, on commence toujours par se demander qui a le droit de grève, parce que j'héberge une partie de ma famille qui est ukrainienne du côté de ma femme, et donc on a ma belle-sœur qui vit chez nous depuis 1 an à cause de la guerre, et j'ai essayé de lui faire comprendre des trucs culturels français. Et au début, elle rigolait quand je lui disais la grève. Et là, maintenant que nous en sommes à la 14e journée de grève pour la réforme des retraites, elle a compris que culturellement, la grève, c'est un truc qui est extrêmement important en France.
Donc, quand on est gendarme, on n'a pas le droit de grève, quelle que soit sa mission. Et quand on est policier, on a le droit de grève. Alors, on l'exerce plus ou moins pas pendant les manifestations, les arrestations, parce que sinon, ça marcherait pas très bien. Mais globalement, quand les policiers décident en France de faire une grève ou des manifestations, ça fait rigoler personne, parce que ça veut dire qu'il y a une partie de l'institution, donc qui va faire la police au sens traditionnel du terme, qui est pas contente. Donc, c'est un vrai problème pour le pouvoir politique. Et quand ça doit chauffer un peu, par exemple, pour les manifestations, c'est moins la police qu'on envoie que la gendarmerie. C'est la gendarmerie mobile, donc il va arriver avec les casques, les boucliers, les lacrymos. Eux, on sait que c'est des militaires. On leur dit, tu te postes là, ils passent pas. Les gars, c'est des militaires. Si ça doit durer 24 heures, ils vont rester 24 heures en poste. Les policiers, ça fait rigoler tout le monde dans le milieu judiciaire, parce qu'on connaît. Les policiers, au bout d'un moment, ça fait 6 heures que je suis là. Alors, 1, j'ai droit à ma pause clope. 2, j'ai le droit d'aller boire un café. 3, j'ai droit à ma pause syndicale. Et 4, si c'est pas réglé, je m'en vais. Et il y a effectivement, alors c'est pas très public, mais enfin ça arrive de temps en temps, les policiers, c'est un peu caricatural, faut aussi le prendre avec au deuxième degré ce que je dis, mais de temps en temps, il y a les policiers, ils abandonnent le poste, ça fait 8 heures que je suis là, je suis pas relevé, je m'en vais. Et ils s'en vont. Jamais ça n'arriverait sur des gendarmes. Et on a historiquement un grand nombre de différenciations, bonnes ou mauvaises, je dis pas que c'est bon, notre système, mais et tout ça, pour que ça marche, c'est codifié. Et la grande fierté de la France, après son droit de grève, utilisé très largement, c'est les codes et le nombre de lois. Donc, je suis avocat depuis un moment. C'est infernal. Tout est écrit dans les codes. Le code pénal, le code de procédure pénale, le code du truc, le code du machin. Et on en a des quantités telles que nos juges ne sont pas capables d'appliquer le 10e de ce qu'il y a dans nos lois. Il y en a trop. Oui, puis c'est un peu où j'allais amener la conversation, là, tu m'as devancé, mais justement la différence très importante de le régime de common law, qui est au niveau pénal canadien, oui, et le régime qui est peu codifié, quand même codifié, mais il est peu codifié par rapport à ce qu'on pourrait retrouver en France, par exemple. Ou puis là, c'est depuis qu'on en discute de tantôt, on voit clairement les rôles de policiers judiciaires sont codifiés, les rôles, tout est codifié, donc sont tous dans des petites cases bien définies qui leur appartient et qu'ils ne dépasseront probablement pas la petite case qui leur est définie et qui leur appartient. Absolument. Aussi. Et cette codification-là, cette intensité de codification-là qu'on trouve dans le Code civil au Québec, mais c'est le seul endroit qui ça existe, il n'existe pas autrement. Fait que c'est vraiment une culture très, très différente où on est plus sur le gros bon sens au common law que sur des règles écrites, définies et très claires. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est le terme bon sens qui me plaît, parce que ici, le bon sens, c'est mal. Soit c'est autorisé, soit c'est interdit, et si c'est pas interdit, c'est quand même le principe de notre fonctionnement ici en France, si c'est pas interdit, c'est autorisé. Quand même, c'est un principe de liberté, on est des États démocratiques, nous avons cette chance, vous les Canadiens, nous les Européens, on a quand même des États de droit, ok. Mais le principe en France, et ce que les gens ne réalisent pas toujours, c'est que si c'est pas strictement interdit, c'est autorisé. Donc, dans le process législatif et de formation des juges, des avocats et tout le monde, soit c'est interdit par le code pénal, et si c'est pas strictement interdit par le code pénal, c'est légal. Je te donne un exemple. Nous avons eu, là, en 2023, fin janvier 2023, une loi de programmation du ministère de l'Intérieur, bref, de nouvelles sanctions pénales, donc de nouveaux articles du code pénal. Nouvelles sanctions, 3 ans de prison, 500 000 euros, la totale. L'hypothèse était la suivante. C'était dans le cyber. Il y avait des plateformes en ligne, des sites de e-commerce, accessibles par Tor. Okay, donc, avec une procédure d'anonymisation assez forte. On ne sait pas qui sont les administrateurs de la plateforme. Bref, et n'importe qui dans le monde se connecte et on peut acheter quoi ? Au hasard, des tas de trucs interdits. Alors, bien sûr, des stupéfiants, des armes, et puis des trucs trafic humain, trafic pédoporno. Enfin, comme toujours, dès qu'il y a un endroit un peu caché, tout va y aller. Ok. Et le problème de la police, de la police judiciaire française, c'est que ils trouvaient que dans le code pénal, c'était pas assez clair qu'il était interdit de vendre de manière anonyme des trucs interdits. D'accord ? Donc, nous avons un nouveau délit pénal français. Alors, puis c'est écrit, il y en a 8 lignes. Hein. Alors,
l'opérateur d'une plateforme qui n'est accessible que par un réseau de communication après une procédure d'anonymisation et qui viendrait à proposer des produits ou des services dont l'usage est prohibé par l'article machin du code pénal, eh ben ça c'est interdit. Et si vous êtes l'administrateur ou l'organisateur de la plateforme, eh bien vous risquez 3 ans de prison et 500 000 € d'amende. On nous a fait un délit dans le code pénal pour un truc qui va être jugé une fois tous les 10 ans. Et ça, c'est le système français. Donc, dès qu'il y a alors ça, c'était un truc qui était poussé par la gendarmerie, qui faisait des enquêtes cyber, mais la police fait des machins. Ils poussent pour avoir des nouveaux délits. Donc, on a des nouveaux délits qui sortent, mais on en a 10, 20, 30, 50 par an. Pas que dans le cyber, mais dans le cyber, on en prend régulièrement. Et au bout d'un moment, on les lit et on se dit, mais pourquoi il y a besoin de ça? C'est pour le besoin en fait d'une enquête, parce que dans telle enquête, ils ont été bloqués sur cet aspect. Le juge qui dit « Ah, ça n'est pas strictement défini dans le code pénal. Je refuse de poursuivre. » Donc les policiers qui ont fait le job d'enquête, parce qu'à un moment, il y a eu des plaintes ou ils ont vu un truc, se retrouvent avec un juge qui refuse de poursuivre. Et comme c'est régalien, et que c'est les juges qui décident, si c'est pas dans le code pénal, on fait pas. Et donc on nous crée des nouveaux délits, tout le temps. Alors, dès qu'on va taper dans le numérique, les accès frauduleux, les maintiens frauduleux, les copies de données frauduleuses, les machins, les trucs, si ça n'est pas strictement défini par le code pénal, pas de poursuite. Et comme les juges, alors pour en venir à une matière que je connais quand même un peu mieux, comme les juges sont pas très formés au numérique, ils savent pas comment ça marche, ils ont des délits prévus dans le code, mais ils savent pas s'en servir, parce qu'ils savent pas si est-ce que c'est frauduleux, est-ce que c'est de l'accès frauduleux, est-ce que c'est du maintien frauduleux, est-ce que c'est de la copie, ah oui, mais c'est si numérique, c'est pas un bien. Voilà, on a un problème. Ah, voilà. Le problème en France, le recel. Pour le monde entier, le reseller, c'est quoi? Il y a des voleurs, et puis les voleurs, à un moment, ils ont du butin, il faut qu'ils l'écoulent. Voilà, là, il vient d'y avoir une grosse affaire, je sais plus, c'est en Allemagne, les voleurs ont volé des bijoux inestimables. Il y en avait pour, 150 millions d'euros. Ils ont tout volé. Ils sont arrivés avec une masse dans un musée, et ça leur a pris, 1 minute 30, et ils ont vidé une vitrine, ils sont partis avec des bijoux, mais des bijoux de collection, un truc, la reine de machin qu'il avait porté au 18e, bref. Donc, ils se font toper. Ils sont finis par se faire toper. Ils se sont fait toper comment? C'est parce que quand on a des bijoux comme ça, on essaie de les écouler. Et on les écoule avec des professionnels. Et les professionnels, c'est les resellers. C'est ceux qui savent, qui rachètent une marchandise volée, d'une manière ou d'une autre, au 10e du prix. Les faux monnayeurs ont le même problème. Et eux, ils vont se débrouiller pour aller l'écouler de leur côté. Donc, leur métier, c'est de vivre du produit de vol, escroquerie, tout ce qu'on veut. Ok. Eh ben, quand on va voler des données numériques, c'est la même chose. Donc si quelqu'un va récupérer plein de données numériques volées, il va être reseller. C'est du bon sens. Ah mais oui, mais le bon sens dans le code pénal français, c'est un problème. Parce qu'il y a marqué, le reseller, c'est quelqu'un qui va récupérer des biens qui ont été volés. Est-ce qu'une donnée numérique est un bien? Ah je peux pas poursuivre parce que c'est pas marqué clairement dans le code pénal. Tout le monde sait que ça truande, c'est le problème des leaks. Voilà, nous, on a un problème très particulier, c'est les gens qui vont voler des données massivement, qui vont mettre des échantillons en vente sur un darknet quelconque, site en .oignon, Viator, machin. Donc on sait que c'est volé, hein. La preuve, ils mettent des échantillons qu'ils monnaient, et après, on vous vend la totale pour éviter que ce soit diffusé, ou on fait des rançons, machin. Les juges sont là, ah oui, mais est-ce qu'un leak, donc des fichiers de données numériques qui ont été manifestement volés, enfin je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Ah oui, mais on n'est pas sûr que ce soit un bien, donc on ne va pas poursuivre. Vraiment, sur la définition de qu'est-ce qu'un bien va limiter, c'est vraiment extraordinaire à quel point tout ça n'est pas dans le bon sens. Là. C'est l'inconvénient de ce système extrêmement régalien, extrêmement codifié, où au final, personne ne veut prendre de risques. Et c'est à ça que nous sert, nous, la jurisprudence, c'est qu'à un moment, on a une jurisprudence qui va tomber dans 3 mois, ou plutôt dans 25 ans, qui dira un fichier numérique volé, c'est un bien. Et depuis ce jour-là, le jour où ça va tomber, alors ça va être jugé une première fois, ensuite il y aura appel, puis ensuite ça va aller en cassation, et quand la Cour de cassation va le dire, là, ça va mettre tout le monde d'accord. Et il a fallu qu'on attende des années pour avoir, par exemple, une décision qui dise qu'une conversation enregistrée malgré le consentement, c'est une preuve illicite, mais le juge peut s'en servir pour son intime conviction. Il a fallu attendre que ça monte en cassation, à la Cour de cassation française. Et une fois que c'est écrit là, les forces de police, ils font le job, ils n'ont plus de problème. Mais pour cette histoire de recel,
Je suis dans des groupes de travail avec des tas de gens sûrement très savants. Leur problème, c'est de savoir si un fichier numérique volé, tout le monde sait que c'est volé. Est-ce que c'est vraiment un bien au sens du code pénal et du code de procédure pénale, qui n'est pas le même que le code civil, qui n'est pas le même que le code fiscal et le livre des procédures fiscales, chacun ayant son interprétation, des fois que notre travail à nous, juristes, soit simple. Mais c'est comme ça que ça marche, pour de vrai, hein. Oui, c'est pour ça qu'on a cette conversation-là, justement, pour éclaircir ces nuances-là. Puis les piqûres de rappel pour les Européens qui ne sont pas tout à fait au fait de ce genre de nuances-là, de codification, parce que les documents, puis je vais avoir la même question pour des experts ici, à savoir justement pour le niveau du recel, parce que moi, c'est l'aspect qui m'achale le plus de ces sites qui revendent ou même ces sites qui font commerce de ces fuites-là, à quel point ils vivent dans une protection légale et quelle est la nature de cette protection légale-là, parce que elle est au sens physique non légal. Là. Ça serait comme un site qui met en lumière toutes les informations qui ont été volées ou les objets qui ont été volés. Là. Alors, moi, effectivement, depuis, comme je me suis beaucoup spécialisé en cyber et que je travaille avec des entreprises qui font beaucoup ce genre de trucs, j'ai une position maintenant qui est extrêmement claire. À partir du moment où vous savez que il y a eu un leak, ok, on va appeler ça un leak, hein, dans le jargon numérique en France, ils utilisent ce terme de leak, donc voilà, on s'y fait. Un leak, c'est volé. Donc, d'abord, on les recopie pas. On n'en fait pas commerce. On divulgue pas, on fait rien. Le seul truc qu'on pourrait, et c'est sanction pénale. Alors, ça peut être du vol au sens pénal, ça peut être du recel au sens pénal, ça peut être de l'atteinte au droit du producteur du contenu d'une base de données. On a une réglementation à part là-dessus. C'est toujours un coût de 3 ans et 500 000. Hein. C'est le tarif moyen, c'est 3 ans et 300 000. Il y a une jurisprudence tous les 10 ans, hein, mais dans les textes, c'est interdit. Il y a vol de données traitement illicite de données à caractère personnel. 3 ans, 300 000. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'en ai fait à un moment une liste. Il y avait 10 incriminations pénales dans le code pénal. Hein. Mais il n'y a pas de poursuite. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de jurisprudence. Donc aujourd'hui, déjà en France, on sait que ça se fait. Mais en même temps, pardon, les autorités judiciaires savent très bien que ceux qui... Alors, il n'y a pas de commerce du leak en France. Hein. Ça, là, les gens font super gaffe. Mais je sais que c'est pratiqué ailleurs. Donc, les Français disent, mais les Américains le font, donc les Américains, eux, ils font un business avec un truc qu'on nous interdit de faire en business en France. Je leur dis, c'est la loi, c'est le code pénal. Allez aux États-Unis si vous voulez faire ça, mais ici, c'est un vrai problème. Alors, comme les autorités, quand même, ils ont quand même un peu de bon sens. Hein, je caricaturais beaucoup sur le bon sens tout à l'heure. J'essaie d'en avoir, moi aussi, mais que les années bissextiles. Hein. Tous les 4 ans, j'ai 10 minutes de bon sens. Après, je reste juriste. Les autorités voient bien que des entreprises qui vont aller collecter des leaks pour prévenir leurs clients que leurs données ont fuité, pour prévenir l'autorité judiciaire, parce qu'il y a quand même des passerelles où ça se téléphone un peu, où les gens se rencontrent, on se dit, attends, là, j'ai vu un truc, je te préviens, quoi. Qu'on soit police, qu'on soit autorité de contrôle, comme l'ANSSI en France, hein, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, il y a des possibilités de les joindre officiellement, puis quand les gens se connaissent, il y a de l'informel quand même. Aujourd'hui, il y a clairement pas de volonté judiciaire, heureusement, de sanctionner les gens qui vont aller récupérer des leaks parce qu'ils font de la sécurité des systèmes d'information. Donc il y a une sorte de zone un peu floue, elle n'est pas grise, elle est juste un peu floue, où on pourrait dire que, tiens, moi j'ai préparé l'argumentaire pour des clients, hein, en leur disant, tu vois, si on te reproche vraiment ça devant des gens, des policiers très agressifs parce qu'un juge d'instruction s'est énervé, je sais pas quoi, tu vois, ton argumentation, c'est ça. Parce qu'on a trouvé un obscur article dans un coin du code pénal, bien sûr, qui dit que peut-être tu as une dérogation, ça s'applique pas vraiment, mais on peut dire, je suis de bonne foi, j'ai essayé de. Mais sinon, le leak, c'est volé. Dès qu'on va toucher au leak, on va être reseller, copieur, machin. Et là, c'est non. Donc, il y a toute une réflexion aujourd'hui qui dit qu'est-ce qu'on fait avec ces trucs qui sont accessibles mondialement? Parce que le leak, ils viennent du Canada, des États-Unis, d'Afrique du Sud, de Kuala Lumpur ou de je sais pas où, ça change rien au niveau, sauf pour la poursuite au niveau national. Parce que dans cet univers du numérique, c'est ça qui est incroyable. Le délit peut être commis depuis n'importe où, mais nous, on va appliquer chacun nos petits systèmes territoriaux.
Donc le Canada va faire son système canadien, fédéral ou voilà, ok. Nous en France, bon, c'est l'État central, donc nous on a vite réglé le problème. Mais les États-Unis, bah alors on va taper sur les 50, 51 ou 52 droits différents, et là ça devient infernal. Donc en fait, on a, alors là c'est pour dériver un peu de l'aspect purement pénal, mais on a une menace qui est mondiale en termes de cybermenace, et puis on a des réponses qui sont forcément structurées légalistes, État par État, avec soit un système accusatoire, soit un système inquisitoire, et puis on fait comme on peut, quoi. Mais au final, ce que je vois, c'est que ça marche pas très bien. La réponse des États, les réponses judiciaires sont pas à la hauteur de la menace aujourd'hui. Ouais, elles sont complètement dépassées. Puis ça, j'avais vu. Puis tout ça est fascinant. Puis les Américains sont également très dépassés à bien des égards. J'avais vu une critique. Puis là, ça va trahir le moment de l'enregistrement où pendant que le CEO de TikTok était en train de présenter sur le fait que TikTok n'était pas méchant, les Américains ont fuité. Il y a eu un adolescent de 21 ans qui a fait fuiter des informations très extraordinaires. Quand on s'inquiète que la Chine puisse influencer TikTok, quand que de l'autre côté, la menace est généralement intérieure. Fait que c'est très drôle. Fait que nos législateurs au niveau mondial sont un peu beaucoup en retard sur ce qui se passe et ne comprennent pas. Puis ça induit dans un système qui est très codifié comme la France. C'est très difficile de sortir de ces éléments-là. Puis là, je vais basculer aussi sur le fait, parce que tu m'as montré une présentation que tu avais faite en novembre dernier à Brest, je crois, justement, qui ramène des termes plus réels. Puis j'aime beaucoup le fait que tu parlais de bricoleurs puis d'amateurs. Toute cette affaire-là et la présence du contrat, parce que dans plusieurs éléments au niveau pénal, c'est que le contrat va différencier entre une personne qui a le droit d'agir de façon avec une arme numérique, puis j'aime bien la façon que tu l'as présenté, et une occasion qu'il n'a pas le droit de manier ou posséder une arme numérique. Alors, effectivement, donc c'était une conférence pour des pentesters, faut le dire en clair. On a une industrie du pentest en France qui commence à se développer beaucoup. Parce que ça doit être le côté truand, j'allais dire, de nature des Français. On voit un système, on va essayer de le démonter. Enfin, c'est la philosophie des hackers traditionnels, qui aiment rentrer dans les systèmes pour comprendre, peut-être un peu les détourner. Donc ça, c'est un truc qui matche bien, enfin, pardon de le dire comme ça, mais qui matche bien avec l'esprit français un peu frondeur, un peu truand. Bon, faut pas que ce soit grave et méchant, mais c'est ça. Et en fait, derrière, j'ai essayé d'expliquer donc pendant cette conférence qu'il y a un vrai droit de la violence numérique. Parce que quand moi, hacker, je vais rentrer dans un système d'information. Moi, j'ai eu dans mon bureau, l'anecdote est très révélatrice, je m'en souviens encore, en 2017, je me retrouve avec un gars dans mon bureau qui, il avait 17 ans, les cheveux un peu longs, pas très propres sur lui. Apparemment, c'était un petit génie. Devant moi, en 10 minutes, avec mon Mac et ma connexion Wi-Fi, il est rentré dans le système d'information du zoo de San Diego. Je n'oublierai jamais ce moment. Donc, mais comme ça, enfin, c'était pas son matériel. Il me dit, oh, tiens, je vais te montrer. Donc, j'étais interdit. Donc, il est rentré. J'ai eu sous mes yeux, sur l'écran de mon Mac, l'arborescence complète du système d'information du zoo de San Diego. Et là, à ce moment-là, il m'a regardé et me dit, allez, on va leur changer 2-3 trucs. Et j'ai dit, attends, là, toi, tu vas te calmer. Moi, je suis avocat au barreau de Paris. OK ? Si moi, et comme toutes les connexions, enfin tout amené à moi, si moi on me poursuit, bah moi je perds mon droit d'exercer. Enfin c'est grave, ok. Donc j'ai été amené après des clients un peu plus institutionnels à essayer de réfléchir à savoir ce que c'est que qui a le droit de faire quoi. Et pour le caricaturer, parce que c'est comme c'est tout très codifié, il faut aller chercher des exceptions partout. Le principe est le suivant. À partir du moment où on est je cite, un professionnel de la recherche ou de la sécurité informatique. Donc ça, c'est dans le code de la défense. Ah oui, parce qu'en plus, on a le code de la défense, parce que comme l'attaque, c'est le monopole de l'État, la police a le droit de faire de la légitime défense, ok ? Donc pour les autres, c'est légitime défense pour tout le monde. Donc, quand on interdit l'attaque, c'est dans le code de la défense. Attaque numérique, c'est la même chose. Donc le principe est que l'attaque numérique, c'est interdit, c'est pénal. Mais pour les professionnels de la recherche et de la sécurité informatique, on ne sait pas qui c'est, mais globalement, soit on est un chercheur, soit on est un pro du pentest avec une entreprise, on est enregistré, on fait des factures et on fait des choses propres, quoi. Quand on est un professionnel donc de la cybersécurité, pour le dire de manière plus agréable,
eh ben on a le droit de détenir des armes numériques, on a le droit de faire des tas de trucs qui sont interdits, mais pas pour son bénéfice à soi. Parce que sinon, moi, je vais décider que je suis chercheur informatique et je vais aller faire plein de trucs interdits, mais je vais dire, mais j'ai le droit parce que j'ai décidé que j'ai le droit. Donc non. Et quand est-ce qu'on a le droit d'aller rentrer dans un système d'information qui n'est pas le sien? Bah, c'est quand le titulaire, le propriétaire, l'opérateur, on l'appelle comme on veut, bah, il me dit que j'ai le droit. Donc, moi, je suis pentester, une entreprise me dit, bah, viens pentester mon application, mon système d'information, mon réseau, ce que tu veux. Bah, viens, je te paye plus ou moins pour ça, ok, c'est une prestation de service. Mais comme on le prouve, bah, on fait un contrat. Donc, si on est un pro d'un côté et qu'on a un contrat, eh ben, c'est pas qu'on n'a plus de problème, mais on est légitime puisqu'on a pour mission de rentrer, de prouver qu'on est rentré, de prouver qu'on a accès à des données personnelles, à des configurations, à des tas de trucs. Faut pas qu'on en profite pour aller voler les données, pour les revendre, machin. Là, on sort de sa mission, ça redevient pénal tout de suite. Mais quand on prend l'exemple du bug bounty, parce que c'est ça qui est le plus révélateur, les plateformes de bug bounty, on en a 2 ou 3 en France qui marchent bien. Qu'est-ce qui fait? Donc, la plateforme de bug bounty, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller voir une entreprise, elle va lui dire, bah, moi, je vais te faire ton programme de bug bounty. Et tu me rémunères si je te trouve des vulnérabilités, du malware, enfin, tout ce qu'on veut, quoi, tout le bazar habituel. Et cette plateforme de bug bounty, eh ben, va se retourner, une fois qu'elle va avoir signé son contrat avec la société à auditer, elle va se retourner, elle va dire, bon, est-ce que j'ai des salariés qui font ça? Non. Donc, je vais faire appel aux pentesters de la communauté. Et à ce moment-là, les pentesters, eux, ils signent un contrat aussi avec la plateforme de bug bounty en disant, ta mission, c'est lui la cible, nous, on a l'autorisation. Donc, moi, maintenant, je te donne l'autorisation d'agir en mon nom et pour mon compte, presque comme un salarié ou comme un mercenaire, en fait. Et dans ce cadre-là, je te donne l'autorisation d'avoir des outils qui te permettent de faire du pentest, d'avoir des outils logiciels qui te permettent de machin, de trucs et de trender. Donc là, ça va. Donc là, toute la chaîne devient légale. Sauf le pentester qui profiterait de sa mission pour aller faire des trucs en dehors de la mission. Genre, copier des données, ce qu'il n'est pas censé faire. Il est censé montrer qu'il y accède, prendre un échantillon pour prouver qu'il a bien fait son job. Mais pas aller prendre la base de données des 143 000 clients ou des 250 000 cartes bancaires enregistrées. Parce que ça, voilà. Donc, on est soit sur un système d'autorisation contractuelle. Le contrat, ça peut être une case à cocher en ligne. Ça vaut pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Ou c'est un beau papier bien signé avec des termes d'avocat écrits par des gens comme moi et que personne ne va lire ce qu'ils ont écrit. J'ai l'habitude. Et si on fait pas ça, eh ben direct, on redevient un hacker. Mais un hacker au sens légal. C'est-à-dire un bricoleur amateur. C'est l'expression que j'essaie d'utiliser pour leur faire comprendre. Soit on est un pro, soit on est un bricoleur amateur. Et quand on est un bricoleur amateur, on a le droit de rien. On ne rentre pas chez les autres, on ne va pas copier, on ne va pas enregistrer, on ne va pas faire du business de ce qu'on a récupéré. On a le droit de rien. Et donc, on n'a pas le droit d'avoir les outils logiciels qui permettent de faire tout ça. Sinon, c'est comme si j'avais une arme sur moi et je me donne le permis de détention, ça c'est quand on l'a chez soi, et le permis de port. Ça, c'est les Américains, ils voient bien ce que c'est que le permis de port d'armes. Hein. Quand on les oblige à avoir le truc visible au Texas pour que tout le monde voit qu'ils sont armés. Voilà. En France, permis de port d'armes numériques, faut être un professionnel, occasionnel ou pas. Ce qui est quand même curieux dans le système, c'est que quand on est un pentester et qu'on va faire un contrat avec la plateforme de bug bounty pour une mission, là, on est légal, mais les outils, on va les garder dans son PC ou dans son Mac. Mais là, ça redevient illégal dès qu'on a fini le bug bounty. C'est un peu curieux. Parce que notre système de droit, le phénomène du numérique, franchement, ça fait 20 ans que c'est apparu. Un peu grand public, un peu business avant. Mais ça n'existait pas. Donc, on n'avait pas ces problématiques. Donc, pour raisonner en termes de numérique aujourd'hui, on fait le parallèle avec les armes à feu. Enfin, les armes à feu ou les armes blanches. Donc, soit on est un pro, et soit on est un bricoleur amateur. Et un bricoleur amateur, il a le droit de rien. C'est intéressant quand tu mentionnes la possession, parce que la possession d'armes, là, à ce moment-ci, est d'un flou là, monumental, parce que qu'est-ce qui qualifie d'une arme numérique et comment on arrive avec ce genre d'éléments-là est très,
très particulier. Puis des fois, on va construire notre propre arme aussi, tout dépendant si on le prend vraiment au sens littéral là, de comment on fait ce genre de choses. On va construire nos outils qui vont nous aider. Donc, on construit notre propre arme qui va nous mener à une mission spécifique. Là. C'est particulier. Là. Alors aujourd'hui, pour le faire en mots clairs, il y a soit les professionnels qui fabriquent des armes numériques, des armes des logiciels destinés à faire de l'attaque, de l'intrusion, à créer des backdoors, à permettre la compromission. On peut prendre tous les mots de ce vocabulaire magnifique, qui sont à peu près les mêmes, d'ailleurs en anglais, en français, c'est pratique. Globalement, ceux-là, quand ils font ça, souvent, ils ont un contrat avec l'État, auquel cas ils deviennent des mercenaires. Et si j'agis pour compte de l'État, alors, c'est une économie qui est pas très publique. Moi, je sais qu'elle existe parce que j'ai des clients qui font ça, mais on choisit son vocabulaire et on n'utilise jamais le mot arme, on n'utilise jamais le mot offensif. On va dire des outils de démonstration de la capacité de, je sais pas, terrain d'entraînement. Ah voilà, maintenant on appelle ça les cyber range. En français, ils disent cyber range. Bon, ça fait marrer, mais c'est ça, c'est cette notion de cyber range. Ben, quand on fait un cyber range, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va entraîner les gens à développer des malwares. Pour prendre ce terme générique, ça se fait, ça existe. Mais si on est un bricoleur amateur et qu'on n'a pas un contrat signé un peu à l'avance, si on se fait prendre, là, on va servir d'exemple. Parce que là aussi, il faut comprendre que dans ces systèmes inquisitoires à la française, il y a trop de lois. Déjà, les juges ne les connaissent pas, nous non plus. Il y en a trop. Nous les pros du droit, on ne les connaît pas tous, il y en a trop. Donc, la justice n'a pas les moyens de l'ensemble des délits qui existent dans le code pénal, donc ça fonctionne à l'exemple. Ce qui veut dire que, alors c'est très révélateur en matière de protection des données personnelles. La Commission nationale informatique et liberté française, la CNIL, à un moment, ils vont prendre un professionnel qui a bien déconné, d'accord? On le contrôle, on voit qu'il a tout faux, on lui met une grosse sanction et on publie avec son nom, qui clignote. Name and shame. Ok? En fait, historiquement, quand on faisait des exécutions publiques au Moyen-Âge, c'est pourquoi on exécutait en public. C'était pour que les gens voient bien que si tu as fait un truc grave, on va t'écarteler, t'éboudouillanter. Parce que la décapitation, c'est venu assez tard en France, c'est la Révolution française. Avant, c'était je t'écartèle, je t'ébouillante, je t'ampute, et on cumulait les trucs. Donc on pouvait se faire, pour le même délit, ébouillanter, écarteler, donc t'étais mort, mais on continuait à s'acharner sur toi. C'était le droit religieux de l'époque. C'était magnifique. Et aujourd'hui, on voit que l'arsenal pénal, qui est censé empêcher un grand nombre de délits numériques, les juges sont pas formés. Les enquêteurs, maintenant, ça va. Des enquêteurs numériques en France, en Europe, on en a. Mais les juges, il n'y en a pas beaucoup, donc ils savent pas bien. Mais de temps en temps, quand ils attrapent quelqu'un, c'est gros procès, grosse condamnation pour servir d'exemple pour les autres. Genre, vous avez vu, ça y est, là, on a appliqué l'article 323-3-3-1 alinéa 2. On parle comme ça, c'est des fois que ce soit agréable. Donc on cite directement l'article du code. Et vous avez vu, lui, on l'a topé, lui, il a pris cher. Il a pris 2 ans. Mais la réalité derrière, c'est que des poursuites, d'abord, on en a très peu. Ensuite, même quand il y a des condamnations, ils communiquent pas beaucoup, donc on sait même pas qu'il y a des condamnations qui ont été faites, ce qui fait qu'on a très peu de jurisprudence qui permettrait de dire, regardez, ça, c'est vraiment grave ou ça, c'est pas grave. Et par exemple, pour les leaks, on a 0. Sauf que celui qui va se faire prendre la première fois parce que vengeance d'un juge où il a vraiment exagéré ou je sais pas quoi, lui, il va servir d'exemple. Et aujourd'hui, nous, les professionnels du droit là-dedans, on a une expression un peu fétiche, c'est le premier qui va se faire prendre et qui va donner son nom à la jurisprudence, lui, il va perdre le sourire. Et aujourd'hui, ce système fonctionne entièrement comme ça. Oui, ben c'est ça. Puis c'est un peu le danger aussi que je voulais soulever parce que puis comme étranger, c'est d'autant plus problématique parce que on est des cibles beaucoup plus faciles, justement. C'est beaucoup moins emmerdant d'aller chasser un étranger sur son territoire que de. Donc, c'est d'autant plus important de faire attention là, étant donné qu'on est dans l'univers de la francophone, ben la France est très visitée par les Québécois, entre autres. Donc, il faut justement être très prudent par rapport à ça. L'autre côté aussi, ce que tu avais mentionné, c'est pour le bug bounty, tout le volet implicite, parce qu'il y a certains sites qui, plus américains,
qui ont un encadrement sur le site qui permet ce genre de choses-là, donc qui rend ça de façon implicite, là, et qui n'est pas un contrat aussi bien comme avec une vraie firme de bug bounty à ce moment-là. Là. Alors, faut être très honnête, hein. En France, il y a quand même pas mal d'implicites où c'est souvent fait un peu léger, genre programme de bug bounty pour participer, cliquez ici. Hein. Donc les conditions d'encadrement sont parfois assez légères. Or, on voit que c'est quand même un milieu qui se professionnalise et de par cette professionnalisation, l'encadrement contractuel commence à s'étoffer un peu. C'est toujours pareil, quand un phénomène est très nouveau, ben on bricole un peu, puis au bout d'un moment, on voit qu'il y a une vraie menace, qu'il y a des vraies enquêtes, qu'il y a des vrais textes. Là, ça commence à se professionnaliser. Donc là, on va commencer à faire de la vraie clause, du vrai contrat. Pas forcément de 50 pages, mais du vrai contrat, on va l'expliquer que on te donne le droit de rentrer. Dis donc, cher pentester, donc tu vas rentrer chez lui d'abord, pas chez le voisin. Ok, tu vas rentrer chez lui, chez son hébergeur, entre nous soit dit, parce que les hébergeurs qui essaient de faire croire que l'hébergement c'est chez eux, mais c'est pas vrai, hein, en droit. Quand moi je fais héberger mes datas chez quelqu'un, que ce soit un privé ou un professionnel, la partie du système d'information où mes données sont hébergées, c'est chez moi. Hein. Voilà, je me suis battu avec des hébergeurs depuis quelques temps qui ont essayé de m'expliquer que j'avais pas bien compris. Quand je leur ai expliqué les textes et que je leur ai montré, ben, ils se sont mis à pleurer en disant « Ah oui, mince, bon, bref. » Donc, petit à petit, on va commencer à développer les clauses, les machins, les trucs pour que tout le monde sache bien que le bricoleur amateur qui est rentré sans autorisation, ok, qui a gardé les vulnes pour lui, qui attend que le programme de Bug Bounty sorte, coche vaguement 3 cases, et puis tout d'un coup, bah, il dit bah ça y est, moi j'ai les primes. Là, maintenant, on va commencer à arrêter. Mais le temps que ça rentre vraiment dans les mœurs des professionnels, déjà, ça va prendre un peu de temps. Et puis les bricoleurs amateurs, bah, le problème du bricoleur amateur, c'est qu'il est incontrôlable. Or, le phénomène de hacking, en fait, j'ai été très frappé. Moi, je travaille beaucoup j'ai travaillé à une époque pas mal avec l'école polytechnique. À Paris, à côté de Paris. L'école polytechnique, c'est une école militaire. D'accord ? Un statut militaire, hein, contrôlé par le ministère des Armées. Ok. C'est des gens qui ont un cerveau très, très structuré, qui ont une grosse capacité de mémoire, sont des ingénieurs, ok, enfin des hommes et des femmes, bien sûr. Ce sont des gens qui sont sur un modèle de pensée qui est cartésien. D'accord ? Problème, analyse, réponse, déploiement. Des gens super structurés. Et en face d'eux, la menace, ça continue d'être des gens qui n'ont pas de formation académique, mais qui ont un sens de je vais rentrer d'une manière ou d'une autre, je vais bricoler, je vais y aller. Et ces cerveaux bien faits sont démunis devant la créativité. Faut le dire, parfois dans c'est ce qu'on appelle le génie du mal, mais c'est un peu ça. Ils sont désarçonnés par la créativité de parfois ces gamins ou ces jeunes qui ont 20-25 ans qui, de manière complètement inattendue, vont être capables d'obtenir des résultats stupéfiants. Bah, c'est le gamin, là, crasseux, dans mon bureau, qui en 10 minutes est rentré dans le SI du zoo de San Diego. Alors, les zoos de San Diego, il y a rien de très secret, je veux dire, c'est un zoo, quoi, ok, que j'ai visité d'ailleurs il y a quelques années. Mais si, il y a une inadéquation entre même la réponse technique, hein, en matière de cybersécurité, devant des gens qui sont des créatifs, quoi, et qui fonctionnent pas de la même manière. Bah, le système judiciaire a le même problème pour appréhender ces gens-là. Comment on fait pour les choper ? Puis il y en a trop. Puis oui, c'est une culture à changer là, à certains égards, là, justement. Là, il y a des problèmes d'image, puis dans le fond, ta conférence à Brest servait un peu à ça, justement, à ramener dans le réel ces éléments-là. On l'a vu, je sais pas, je me rappelle pas, il me semble qu'en France, on l'a eu sensiblement le même problème. Pendant la COVID, au Québec, on l'a eu, il a été très médiatisé. Il y a un individu qui s'est pris à l'application de vérification de la vaccination. Et là, il en a fait un énorme bruit médiatique sous l'anonymat et tout ça. Mais clairement, l'individu n'était pas... C'est un bricoleur parce que clairement, il ne connaît pas les méthodes du milieu.
il ne sait pas comment faire, puis il s'est immédiatement propulsé vers les médias pour avoir du bruit puis avoir de l'attention. Au lieu d'avoir un dialogue constructif avec, dans ce cas-ci, avec le ministère qui était concerné à ce moment-là. Puis c'est cet esprit-là de ces bricoleurs-là qu'il faut ramener peut-être un peu plus dans la clarté de comment divulguer, comment avancer. De ne pas arrêter d'être créatif, mais d'être créatif dans un cadre qui est défini et qui ne nous amène pas nécessairement en prison, par exemple. Alors, tu as tout à fait raison. Et la terreur, c'est ce qu'on appelle, nous, les chevaliers blancs. C'est-à-dire que moi, je suis bricoleur amateur. Je vais décider que pour une cause, la Covid ou la déforestation ou ce qu'on veut, je vais faire quelque chose qui est interdit, mais pour une cause. Et là, alors là, c'est le professionnel du droit qui parle. Là, nous, on voit arriver un nouveau phénomène qui est des gens qui vont désobéir à la loi volontairement, mais en considérant que leur morale prévaut sur l'organisation juridique, judiciaire, l'État, machin. Et c'est un phénomène qu'on voit beaucoup apparaître, je parle de ce que je connais en France, avec des gens qui vont aller contester la construction d'autoroutes. Là, en France, on a eu un énorme drame avec une bassine géante pour que les agriculteurs aient de l'eau pour arroser les terres. Il y a des militants, et les hackers, c'est le même schéma. Ils vont estimer qu'ils sont en dehors de la loi parce qu'ils ont une cause qui servent. Et ces chevaliers blancs, c'est très difficile de les canaliser, et d'arriver à leur faire comprendre que défendre une cause, c'est bien, on est nombreux à défendre des tas de causes, mais qu'à un moment, il y a des règles communes pour tout le monde et qu'on commence par respecter les règles. Donc le côté hacker éthique, non, soit tu es dans la loi, ok, soit tu as ton éthique, mais ne cherche pas une protection de la loi, tu seras coupable d'un certain nombre de délits. Puis en France, c'est facile, il suffit d'ouvrir le code pénal, il y a assez de pages comme ça, on va en trouver un ou deux, hein, ça c'est direct, ça pas de problème. Mais il faut avoir le temps de le lire, et nos juges n'ont pas le temps de lire tout ce qu'il y a dans le code pénal, c'est ça qui nous sauve. Donc on peut continuer à traverser en dehors des clous et à fumer des cigarettes, là où c'est un peu interdit de fumer, mais bon, ça se fait moins maintenant. Mais dans l'esprit, c'est ça. Et si et après, c'est le problème des médias qui vont s'emparer parce que c'est du sensationnel. Et là, c'est plus ma partie, donc je ne donne pas mon avis, qui n'intéresse que moi. Mais là, on voit que les médias, sous couvert du sensationnel, vont être capables de relayer des trucs où à un moment, il faudrait qu'on arrête de plaisanter un peu parce que ça peut être grave. Mais c'est un autre débat. Ouais, les médias, c'est un autre débat. Puis je vais terminer parce que ça fait déjà quand même un bon bout de temps qu'on parle. Le volet, tu permets justement de récupérer des preuves, des éléments comme ça. C'est quand on tombe dans des informations personnelles qui sont protégées par le RGPD. Comment tout ça s'articule? Parce que là, il y a comme un bris d'autres règles qui sont difficiles à dire qu'on est capable de soustraire, disons, au RGPD dans ce cas-ci, ou comment ces gens-là vont faire attention ou ne seront pas mis dans une situation malheureuse dans ce cas, ce qui est quand même autorisé, mais jusqu'à quel point l'autorisation leur permet d'accéder à ces informations-là? Écoute, je te remercie, je vais me lâcher. Parce que là, jusqu'à présent, j'étais resté calme. Là, je vais me lâcher. Le RGPD, alors je parle de la France que je connais quand même un peu bien. Moi, j'ai refusé d'être Data Protection Officer dès le départ. Je me suis dit, je veux pas cette étiquette-là. Moi, j'écris des contrats et je fais surtout de la sécu. Donc, RGPD, c'est une petite brique dedans. Voilà. Le RGPD a généré, en Europe, mais en France très très bien, ils sont, je sais plus, 30 ou 40 000, où ce sont des professionnels qui ne vivent plus que pour la protection des données personnelles. C'est l'alpha et l'oméga. Donc, c'est leur mission, très bien. Mais globalement, les autres règles de droit n'existent plus. Le code pénal, c'est pas grave, mais le traitement illicite de données à caractère personnel, c'est grave. Et tout de suite, on va balancer sur les réseaux, les médias, les machins. Donc, par un mouvement excessif en sens inverse, alors qu'on a déconné avec les données personnelles pendant des années, là, on est dans l'excès inverse. Et là, aujourd'hui, les entreprises, mes clients sont là. Oh là là, il y a un problème de données personnelles. Non, on va pas faire de sécurité parce que peut-être qu'il y a une atteinte aux données personnelles. Alors, je me bats dans mes négociations de contrats, en B2B beaucoup, avec des DPO, donc les fameux Data Protection Officers, qui finissent par croire à eux-mêmes que si on touche à des données personnelles, on peut mettre le feu à l'immeuble, c'est normal. Parce que là, c'est très, très grave. Et ce qui est très curieux, c'est que pour des raisons de sécurité des systèmes d'information, donc toutes les matières que je traite moi, c'est-à-dire quand je suis un hacker, je suis missionné par une plateforme de bug bounty, je rentre dans le système d'information d'une entreprise, je vais trouver quoi? Déjà, je vais aller taper dans les bases de données à caractère personnel, évidemment.
Si j'y accède, c'est que le système n'est pas sécurisé. Donc que les données personnelles sont mal protégées. Ça fait sens, je crois, ce que je dis. Ok ? Eh bien, aujourd'hui, nous avons les Data Protection Officers qui viennent dire « Oh là là, vous avez accédé à des données personnelles, il faut que je prévienne la CNIL. » Et il n'y a plus de bon sens. Et mon discours à moi, alors comme j'ai plus 20 ans, que j'ai un peu d'expérience en orange, je dis « Mais excusez-moi, madame ou monsieur, je dis, vous savez que le bon sens, vous avez le droit, en étant DPO, à avoir du bon sens. Si on a accédé à des données personnelles, bien sûr que c'est du traitement illicite, du machin, mais c'est peut-être pour faire de la sécurité après, pour protéger les données personnelles. Donc, ne venez pas me dire que moi, pentester, j'ai interdiction d'accéder à des données personnelles. Sinon, ma mission ne sert à rien. Ah oui, mais il faut prévenir les users. Je dis, mais madame, si vous aviez un cerveau, madame, monsieur, je ne peux pas faire de genre, gay, lesbien, rien ne me dérange. Monsieur, je suis assez ouvert là-dessus, pas de problème. Et politiquement très correct, bien sûr. Mais globalement, vous savez, si vous aviez fait votre boulot, vous auriez vu que la sécurité, c'était un problème grave. Donc, partout où vous avez des données personnelles, vous auriez dû prévoir dans vos contrats, vos conditions, vos trucs, que pour des motifs de sécurité des systèmes d'information, on a tout pouvoir, nous, entreprises, nous, testeurs, nous, machins, pour rentrer partout, collecter un échantillon. Alors, on va pas récupérer la base de données complète, là, évidemment, ça ferait un peu gros. Mais je prends un échantillon de manière légitime pour prouver qu'il y a une vulne, enfin, qu'il y a une faille. Je dis vulne, pardon, mes clients parlent comme ça, donc vulne, ok. Je veux dire, venez pas me dire que j'agis contrairement au RGPD. Aujourd'hui, le niveau de... J'ai dit que je me lâchais. Le niveau de débilité de l'immense majorité de ces DPO, c'est ça. C'est sous prétexte que le RGPD, c'est très très important, on va s'empêcher d'aller tester la sécurité qui nous permettrait d'améliorer la protection des données. Et ils sont devenus tous tellement débiles que leur faire comprendre ça, c'est un vrai problème. Et quand je dis un vrai problème, là, avant qu'on se parle, j'ai un contrat qui est bloqué depuis le mois de septembre 2022. On est quand même fin avril 2023 pour un DPO qui a décidé qu'il y a un mot qui lui allait pas et que c'était un énorme danger. Mais il n'y a plus de bon sens. Et ça, c'est le problème des systèmes. Alors, c'est typiquement un problème français. C'est très codifié. L'autorité l'a dit. C'est mon boulot. Surtout, je garde bien mes œillères. Et surtout, je ne branche pas le cerveau. Et puis, de toute façon, c'est la loi qui le dit. Ouais, c'est ça. Puis c'est intéressant parce que nous, il y a la loi 25 qui va tomber qui tombe en action un premier pan. Le deuxième tombe en septembre qui s'en vient. Et ça aura des effets comme ça. Mais jusqu'à présent, on tombe dans l'usage légitime pour ce type d'usage-là, parce que ça devient un usage légitime pour le bien du système et là, on peut suivre par rapport à ça. Mais là, je suis pas un juriste, fait que tu dire ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que ça va se poursuivre? C'est d'autres choses. N'écoutez pas mon opinion parce que je suis zéro juriste, mais c'est ce qu'on commence à voir poindre sur le fait qu'il y a un élément de suite logique par rapport à ça, qui fait que c'est un peu plus. Puis on tombe encore là, nous, dans un système, dans un contexte de jurisprudence. Je trouve ça intéressant parce qu'on n'est pas dans l'application aveugle ou très, très, très casée, très codifiée, parce qu'on a eu des premiers jugements, premières décisions de la commission d'accès qui s'occupe de faire appliquer la loi au Québec. Et justement, ça devient de la jurisprudence. Fait qu'on est vraiment dans un contexte où on regarde comment la commission d'accès va évaluer, va mettre en application ses règles et basé sur ça, va suivre comment les DPO devront suivre les règles, ce genre de choses-là. Et bon, nous autres, on est en état de réveil brutal, là, comme au même moment que le RGPD s'est implanté en France, en Europe en général. Il y a eu ce réveil brutal-là où on doit maintenant être sérieux à ce qu'on fait avec les informations personnelles. Mais il semble y avoir encore un peu de gros bon sens dans ce qu'on va faire, même si c'est beaucoup plus réglementé, beaucoup plus rigide. Terminé sur ça, on a déjà fait dépasser largement le temps que j'avais planifié. Fait que la conversation est ultra intéressante. Je te remercie énormément parce qu'on a abordé énormément de sujets. C'était avec grand plaisir. Oui, puis je pense que je vais te faire réintervenir de nouveau puisque c'est très intéressant. On aborde des sujets. Là, on était dans l'excès. Ça fait 1h15 qu'on enregistre.
on va essayer d'être un peu moins excessif dans les prochaines interventions, mais c'est super intéressant parce que ça amène justement cette piqûre de rappel-là ou cette connaissance-là sur le fonctionnement des systèmes. Et comme les professionnels en sécurité en général aiment comprendre les systèmes et les briser, c'est un peu ça la nature de ce qu'on fait et de mieux les protéger. La connaissance de ce système-là est essentielle à justement notre capacité de faire mieux.